Isabelle Laure, distinction fellow CRHA. Et c'est à ce titre-là que j'ai l'honneur d'animer la balado Entrepreneuriat RH, une série de balados avec des gens qui se distinguent par leur capacité entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélina Roy, que je vous présente à l'instant. Salut Mélina. Bonjour Isabelle. Je suis très contente de te recevoir et de te présenter dans un premier temps avant qu'on plonge dans ton parcours. D'abord, Amie RH, hein? Je trouve ça formidable comme présentation. Puis, je vais résumer ton parcours en disant que tu es passionnée par la richesse des connexions humaines et la création de valeur, que tu crois fermement à la compétition et à l'intelligence collective. Tu es adepte du slow entrepreneurial et tu es une professionnelle RH depuis plus de 20 ans, dont 10 ans à titre d'entrepreneur RH. Associée consultante chez l'Évêque Roy Conseil, elle est également auteure, gestionnaire de la communauté de pratique Mes collaborateurs RH, puis auteure et blogueuse RH chez Mon Ami RH. Donc, tout est à propos des connexions. Oui. Hein, on peut résumer ça déjà en parlant de ça. Et on va plonger dans ton parcours. Ma première question pour toi, c'est l'entrepreneuriat, ça t'est venu comment? En fait, c'est drôle parce que je me suis jamais dit je vais être entrepreneur, puis j'ai même jamais pensé que je l'étais aussi réellement, en fait. Moi, je me souviens juste que quand j'ai terminé l'université, je me suis dit, hey, moi, là, je veux travailler 4 jours semaine, puis je veux avoir une qualité de vie. C'était très clair, mais jamais je me suis dit je vais être entrepreneur. Par contre, à cette époque-là, moi, j'avais étudié en communication publique, j'avais fait un bloc complémentaire en marketing management. Dans ma tête, j'allais être consultante en marketing. Mais moi, il faut savoir qu'à partir de 12 ans, j'ai commencé à travailler parce que j'aime travailler. Puis j'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin de liberté, mais j'ai toujours eu 2, 3 jobs en même temps. Donc, je pense que quand je suis arrivée à l'université, travailler, tout ça, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années. Là, je pense que je rêvais à la qualité de vie, à l'équilibre, en fait, à l'harmonisation de tout ça. Mais il y a la réalité, puis il y a, il y a la vraie vie. Donc, j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup avant de pouvoir réaliser ce rêve-là. Mais c'était clair, mais c'était pas pour moi de l'entrepreneuriat. C'était simplement une façon de mettre mon travail au service de la vie que je souhaitais avoir et non l'inverse. Souvent, on a des entrepreneurs qui, la vie doit supporter, soutenir l'entreprise. Moi, c'est l'inverse. Je voulais que ma pratique, ce que j'allais faire, elle soutienne mon quotidien, mon niveau d'énergie, mes projets. C'est quoi tes plus belles qualités entrepreneuriales, tu dirais? Mes plus belles qualités entrepreneuriales? Eh là là, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur et de constance, là. C'est comme des qualités plates, mais je pense que pour être capable de concrétiser, réaliser des choses, il y a de l'effort, de la constance, de la rigueur qui doivent être là parce que moi, j'aime les choses durables. J'aime les choses aussi qui amènent de la valeur. Donc, tout ce qui est fait, oui, il y a les connexions humaines, mais il y a la création de valeur aussi. Donc, prendre le temps de faire les choses. Tu sais, quand on parle de slow entrepreneuriat aussi, c'est plus la qualité avant la quantité. Donc, prendre le pas de recul, puis prendre le temps de bien faire les choses. Ça implique beaucoup de choix aussi. Donc, oui, dans les qualités, de rester aussi connecté au fameux pourquoi, là, on le fait aussi. Mais je pense qu'il y a une notion de confiance aussi. Mais avant d'arriver à ces qualités-là, je pense qu'il faut absolument avoir de l'expérience, des connaissances, puis d'avoir vécu terrain pour arriver à être, du moins ce que je pense, être un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneuse. Mais ouais, je pense que ce serait probablement ça. Dis-moi, justement, ton idée d'affaires, parce que c'est quand même particulier, je trouve, ta business, hein, une business de grande visibilité, une business d'entraide aussi. Comment ça t'est venu, cette idée professionnelle-là, cette idée d'affaires, je dirais? En fait, là, moi, il y a une affaire qui était très, très claire dans ma tête, c'est que en soutien à mon idée qui était très limpide au niveau de moi, je veux travailler 4 jours semaine, etc. Mon plan, c'était de partir ma pratique quand j'allais être en congé de maternité.
seule chose, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer la bonne personne. Et deuxièmement, il faut que tu tombes enceinte aussi. Donc, ça a pris un bon 10 ans. Mais par rapport à ça, j'ai réalisé que tout le temps que j'étais en congé de maternité, j'avais de l'espace. Puis quand vient l'espace, viennent les idées, vient la création. Et pendant mon congé de maternité, j'ai beaucoup de gens qui m'appelaient, qui me posaient des questions, et c'était tout le temps les mêmes questions. Et là, je me disais, je trouve ça dommage de faire du 1 à 1 quand, dans le fond, il y a plus de monde qui pourrait obtenir ou avoir accès à la même information. Donc, m'est venue l'idée d'avoir un blog. Et là, je me disais, ça va être un blog boutique où les gens vont avoir des questions, vont reprendre le contrôle d'une situation et au lieu d'aller se perdre dans les méandres du web pendant 2 heures, bien, je vais donner toute l'information, un peu comme je ne vais pas te donner le poisson, mais je vais t'apprendre à pêcher. Puis après, bien, tu vas être en meilleure posture, en meilleure confiance. Et moi, ce blog-là, ça s'adressait vraiment à tout le monde, tous les employés, pas nécessairement au RH. Ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il y a beaucoup de collègues RH qui le lisaient et qui allaient chercher l'information. Mais pendant cette réflexion-là, bien, j'avais des gens qui me disaient, « Ouais, mais comment tu vas faire de l'argent? Puis là, tu ne vas pas faire ça bénévolement. » Et moi, ça venait du cœur. Puis j'avais besoin de... C'était un appel très fort. Puis je me disais, bien, le reste va suivre, ça va bien aller. Mais à cause de cette question-là de comment tu vas faire pour faire de l'argent, bien, pendant 1 an, je l'ai mis sur pause parce que je n'étais pas capable de répondre à la question. Mais moi, je ne faisais pas ça pour faire des sous. Je faisais ça parce que j'avais un besoin de communiquer. On revient à ma base de mon bac en communication, tout ça. J'avais besoin de vulgariser, de rendre l'information accessible. C'était plus fort. Même si oui, l'aspect financier est important parce que on a tous un hébergement à payer, des voitures, on veut avoir une qualité de vie aussi, des voyages, des projets, etc. Mais comment tu en as fait un modèle d'affaires? Mais ben, c'est ça. Fait que là, on arrive là. Alors là, il y a une amie qui me dit un jour, qu'est-ce que tu perdrais à le faire et qu'est-ce que tu perdrais à ne pas le faire? Et là, évidemment, ça a été les meilleures questions que j'ai eues, les plus percutantes. Je l'ai fait et... dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, ma pratique me permettait de faire moitié-moitié. C'est-à-dire que je pouvais faire des mandats et je pouvais rédiger des articles. Je pouvais ajouter de la valeur dans mon blog et tout en ayant un équilibre. Donc, oui, je suis bonne dans les RH, mais j'avais vraiment un besoin de sens, un besoin de redonner qui était vraiment bien servi, bien soutenu avec le blog. Et pas longtemps après, j'ai eu un besoin d'échanger entre collègues et de connecter des gens qui, selon moi, pouvaient bien se complémenter. Et de mon ami RH, il y a une idée qui a été germée de créer finalement un groupe qui s'appelait « Mes collaborateurs RH » pour que les gens puissent échanger entre eux. Puis là, on partait de... Je donne de l'information. Quand tu dis les gens, tu veux dire? Les professionnels RH. Okay. Les professionnels RH qui puissent connecter entre eux, qui puissent sortir de l'isolement, qui puissent échanger, bénéficier des conseils, des expériences, des expertises des autres membres et d'aller chercher justement des angles morts, des histoires, c'est ça, des conseils, sortir de leur isolement pour être en meilleure posture, élever la posture RH aussi. Mais je vois bien l'aspect rayonnement, je vois bien l'aspect collaboration, mais si je reviens à l'entrepreneur, de quelle manière ça s'inscrit dans ton modèle d'affaires? Bien, c'est ça. C'est que dans le fond, mon modèle d'affaires, c'est de faire des mandats qui vont me permettre d'être assez bien payée pour me dégager du temps pour pouvoir équilibrer ça en créant une communauté de pratique, en créant justement de l'information qui est accessible à tout le monde. Donc moi, mon modèle d'affaires, c'est pas de facturer 40 heures semaine, c'est d'en facturer peut-être 15, puis d'avoir un autre 10-15 heures que je puisse mettre sur la communauté de pratique ou sur mon blog pour créer de la valeur, parce que ça, je trouve que je crée plus de valeur qu'en travaillant directement chez un client à la fois. Donc, ma pratique, mon slow entrepreneuriat, bien travailler, bien faire les choses, bien faire les mandats chez mes clients, me permet d'avoir cet équilibre-là, justement, pour pouvoir bien bâtir la communauté, être prêt aussi. Parce que je voulais pas que ça soit non plus
un questionnement de me dire le temps que je passe bénévolement sur le groupe, je suis pas en train de faire des mandats puis de facturer. Donc, j'ai besoin qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre les deux parce que j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'avoir ce côté-là qui est de bâtir la communauté, de créer quelque chose qui est basé justement, oui, sur la compétition, l'intelligence collective, la création de valeur. Parce que dans le style d'entrepreneuriat que moi j'ai choisi, j'ai pas choisi d'avoir une vingtaine ou une centaine d'employés. J'ai choisi d'avoir des collaborateurs experts qui viennent complémenter mon offre de service quand il y a des besoins qui sont plus grands. C'est drôle parce que ça me frappe à quel point, dans les qualités que tu as mentionnées comme étant les choses qui te qualifient, ben, tu disais, je suis rigoureuse, je suis organisée, tout ça. En fait, c'est ce qui te permet de faire ça parce que ça prend de l'équilibre en titi là, pour être capable de dire, OK, j'arrête là pour les mandats facturables, Ouais. ça, attends une minute, j'ai Ouais. investi dans la communauté. C'est quoi ta balise? Comment tu le sais que tu as l'équilibre? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut que j'aille gagner assez de sous pour ce que la vie me coûte, là. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, en plus, moi, mon modèle d'affaires, il est basé sur le calendrier scolaire Ah, de mon enfant. ah ben oui. Parce que quand j'ai calculé les vacances d'été, les congés fériés, les congés scolaires, journées pédagogiques, les congés de Noël, des fêtes, les congés de semaine de relâche. Au début, mon modèle était plus sur 10 mois facturable sur 12, puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment moi, il faut que je travaille, je facture pendant 9 mois pour être capable de bien naviguer parce que oui, il y a la communauté, mais il y a mon équilibre aussi. Puis moi, j'ai fait ce choix-là, on se souvient, le 4 jours semaine. Je voulais une harmonisation dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle. Puis je veux pouvoir, quand l'école cherche des bénévoles, les parents bénévoles, je veux pouvoir être disponible. Je veux pouvoir être disponible l'été pour coacher son équipe de soccer. Je veux pouvoir être disponible pour moi aussi aller faire mes marches en forêt ou mes moments où j'ai besoin d'être nourrie, là. Donc... Comment tu fais quand un client t'appelle puis dit « Hey, ça presse. Mélina, help me. » Ça, c'est un beau sujet parce que j'ai fait beaucoup de ménage pendant la pandémie avec les clients qui étaient toujours à lancer des patates chaudes, que j'appelle, là. Des gens, tu sais, il y a des types de clients qui ont de la misère à s'organiser. Ça fait des mois qu'ils savent quelque chose, mais là, il est minuit moins une, puis ils t'envoient la patate chaude, puis c'est organise-toi. Fait qu'il y a des clients qui sont toujours comme ça. Ça, moi, ça fonctionne pas. Donc, moi, ça, j'ai besoin aussi d'avoir... Tu sais, je me suis mis de l'espace dans l'agenda pour être capable de naviguer à travers toutes les choses. Puis on l'a vu avec la pandémie, là. Puis c'est surtout la pandémie qui a déclenché toute cette réflexion-là. Parce que là, il fallait qu'on tasse des choses, tout ça. Il y avait des réalités. Puis encore récemment, avec les grèves, je dirais les 5 semaines de grève, c'est sûr que j'étais très bonne là, et très enthousiasme dans mon modèle d'affaires les 2-3 premières semaines, mais après 5 semaines, comme tout le monde, je dirais, j'ai trouvé ça pénible là, parce qu'on a beau avoir de l'espace à l'agenda, tout ça. Mais donc, j'ai fait un choix. J'ai des clients en or qui sont exceptionnels, avec qui on fait des mandats. C'est sûr qu'eux, s'ils m'appellent puis qu'ils ont un 911, je vais être là puis je vais répondre de façon diligente. Si un client fait ça toutes les fois, là, moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas la relation que je veux avoir. Je trouve ça irrespectueux aussi. Puis moi, je veux vraiment avoir une notion de collaboration puis de partenariat avec le client. Donc, les clients que j'ai, c'est des clients coup de cœur. C'est des clients qui, dès le départ, savaient pourquoi j'avais fait ce choix-là de la consultation pour avoir une meilleure conciliation, vie familiale et travail. Mais c'est des clients qui peuvent m'appeler étonnamment à 7h30 le soir ou pendant mes vacances, puis je vais prendre le temps de leur répondre parce qu'il n'y a pas d'abus, puis parce qu'il y a une belle communication, puis un beau respect des valeurs. Donc, ces clients-là, c'est mes clients chouchous, puis ça va bien. Il y a quelque chose de construit dans la durée. Oui, hein, oui, oui. Puis ils savent que s'ils m'appellent, moi, je sais que si mes clients m'appellent parce qu'il y a une urgence, c'est pas parce qu'ils l'ont mal géré. Puis ça se peut, là, une fois de temps en temps, que ça existe aussi. Ça, c'est pas grave du tout. Puis je vais leur répondre, puis ils vont voir la réponse rapidement. Mais non, j'ai fait le choix d'éviter le type de client qui veut que tout était pour hier, puis qui est toujours dans l'urgence, puis que quand on tasse tout, parce que ça m'est arrivé souvent, là, on tasse tout de l'agenda,
et que là, on attend. On attend parce que là, ils ne nous reviennent plus. Ouais. Puis là, c'était urgent. Puis là, on Ouais. attend. Puis là, on a tout Ouais. changé. On a dit à tous nos autres clients, hey, je m'excuse, j'ai une urgence. On a tout Ouais. déplacé. Puis Ouais. là, en contrepartie, quand c'est leur portion, puis là, ils sont plus là. Puis là, finalement, ça a pris une semaine. Mais non, on avait tout changé notre horaire parce que c'était urgent. Puis il fallait que ça se règle dans les 24 heures. Mais ça demande Ouais. énormément de discipline. Je reviens là-dessus, là, parce qu'il y a des choses qui, comme tu dis, on choisit nos clients. Il y a quelque chose là, par rapport à ça là, qui va certainement intéresser beaucoup les auditeurs. Dis-moi d'ailleurs à ce sujet-là, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu t'es partie en affaires? C'est drôle, j'ai pas eu de conseils parce que moi, je suis pas allée chercher de validation quand je suis partie. Moi, dans ma tête, c'était comme le travail que j'avais choisi. Je me suis pas arrêtée. Je suis pas allée chercher de validation et donc, j'ai pas eu de conseils de tu devrais faire ci puis tout ça. C'est plus par après là, que je vois que, oui, peut-être que j'aurais pu. Puis ça, c'est ma nature. Tu sais, il y a des gens qui vont magasiner une brosse à dents pendant 3 mois sur le web avant de choisir leur brosse à dents. Moi, je vais aller la voir, je vais la trouver belle, je vais l'acheter. C'est très intuitif. Ouais. Puis, fait que ça, moi, je suis partie là-dessus, mais tu sais, on se souvient, là, quand j'ai fini mes études, je voulais faire de la consultation. Quand je suis arrivée avec mon congé de maternité, bien, ça s'est fait doucement, tu sais, avec des mandats qu'on m'offrait. Puis tout a bien... Je me suis posé de questions et donc, je suis pas allée voir... J'ai pas cherché de validation et Je vais j'ai te poser pas la eu question de conseil. différemment. Vas-y. OK. Là, c'est quand même bien installé ton affaire. Ouais. Si on avait un conseil à te donner maintenant que tu sais tout ce que tu sais, ça serait quoi ce conseil-là? Ça serait quand j'ouvre le compte bancaire, d'aller chercher les marges, c'est tout ce qu'on pourrait avoir de plus pour avoir plus de filets au niveau financier. Je pense que ça serait ça. Ça serait de négocier les marges ou les comptes bancaires, etc. Puis de regarder les subventions aussi qui sont possibles. Ah oui, hein? Oui, tout Comme ça. un peu Là. pour solidifier cet aspect-là. Là, Ben, je pense que, puis c'est peut-être une croyance erronée, mais je pense que les femmes, on va tendance à faire nos choses et qu'on ne pense pas nécessairement qu'il peut y avoir des alliés financiers pour nous aider à monter nos projets. Tout ça. Je pense qu'on a moins le réflexe d'aller chercher l'information financière. C'est plus ça, je pense. Puis là, à un moment donné, il arrive un moment dans ta vie où est-ce que tu as des projets. Puis là, tu te dis, hey, là, j'aurais besoin d'un soutien parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est toujours un coup d'opportunité, coup de renonciation. Tout à l'heure, tu t'en parlais avec mon ami RH ou mes collaborateurs RH. C'est sûr que quand je fais ça, je ne fais pas d'autre chose. Donc, il faut que je fasse des choix, puis que ce soit des choix assumés. Bien, c'est la même chose. Là, si on veut faire une formation, si on veut la mettre en ligne, toi, tu sais de quoi ce parcours-là est fait. Bien, quand on la fait, la monte, la formation, qu'on la conçoit, qu'on l'enregistre, etc., bien, pendant ce temps-là, on n'est pas visible de développement d'affaires, on n'est pas visible dans nos autres projets. On ne fait pas de mandat non plus. Donc, il n'y a pas de. Bien, c'est énorme. Ça. Ouais. C'est un coup de renonciation pour un coup d'opportunité qui s'en vient plus tard. Donc, ça, avoir su, il y a certaines choses que je ferais différemment pour, en amont, savoir déjà, bien, j'ai droit à quoi, puis qu'est-ce que je peux prendre pour minimiser ces stress-là financiers, pour aller chercher plus plus de conseils par rapport à ça, je pense. Intéressant. Puis d'ailleurs, une des raisons pour laquelle les gens ne se lancent pas en affaires, c'est bien sûr l'insécurité financière. Tu sais, mettons, tu as un emploi régulier, tu as un salaire régulier, tout ça, puis tu te dis, hey, my God, j'ai-tu la bonne idée? C'est-tu le bon moment? Qu'est-ce que tu auras à dire sur l'insécurité financière comme frein? Bien, c'en est un, là, c'est sûr, c'en est un, parce qu'on vit quotidiennement avec ça, là, puis à un moment donné, on a plein de mandats, puis là, on a une baisse, puis là, on a un doute, puis c'est exactement, je trouve, comme le syndrome de l'imposteur, là. J'ai une collègue qui nous invite à nommer, à prénommer notre syndrome de l'imposteur pour lui parler, parce qu'évidemment, le syndrome est là souvent pour lever des drapeaux, puis nous pousser à, des fois, peut-être... mieux se renseigner ou aller chercher une meilleure expertise, ou etc. Bien, à un moment donné, il faut lui dire, OK, c'est beau, ça va,
le reste va bien se dérouler, tu peux t'en aller. Je pense qu'on pourrait aussi prénommer l'insécurité financière et lui donner un petit nom parce qu'elle revient souvent, des fois, juste pour dis-moi remettre donc, le par nom. curiosité, l'imposteur, comment vous l'avez nommé? Ah, moi, je me souviens plus comment je l'avais nommé, mais non, mais c'est chaque personne. Ah, Mais OK. chaque personne lui trouve un nom parce qu'il faut qu'elle oui. trouve un nom aussi d'une autre personne qui va venir jaser avec l'imposteur pour dire OK, c'est beau. Fait qu'il y en a un qui est confiant, l'autre qui est plus, oui, pour mettre en doute. Mais la personne de l'insécurité financière, elle pourrait aussi avoir un nom parce que je pense que quand elle est là aussi, elle nous fait sortir de notre zone. Puis des fois, elle nous botte les fesses. Des fois, on est bien dans notre confort. Puis c'est souvent quand on est proche de l'insécurité financière, que on va se mettre en action ou on va oser des choses parce que là, on n'a pas plus rien à perdre, mais le risque est tellement rendu. Tu sais, on arrive tellement sur le bord d'un précipice que là, il y a d'autres lumières qui s'allument. Puis souvent, elles veulent nous mettre en action. Mais là où il ne faut pas que ça devienne justement une maladie, là, c'est là qu'il faut, faut la recadrer. Mais c'est pour ça qu'on pourrait, je pense, la prénommer aussi. Puis quand elle vient, puis de jaser avec elle, puis de voir vraiment, tu sais, pourquoi qu'elle est là. Puis moi, je me souviens, justement, quand j'avais monté ma formation sur le manuel d'employé, juste avant, j'avais été en grand questionnement par rapport à ça, parce que je savais que j'avais un moment où j'allais être en concentration profonde et que j'allais être absente de plusieurs canaux de communication, mettons, de visibilité. Et la peur a vraiment émergé. Puis là, j'ai pris un pas de recul, puis je me suis dit, si j'avais la certitude que je n'allais pas manquer d'argent, qu'est-ce que je ferais? Et ma réponse, c'est, je le ferais. Donc, je l'ai fait. Mais, fait que là, je me dis, ben là, ça, c'est peut-être ma question clé. Ouais. Que quand quand tu as le doute qui survient. Oui, de prendre le pas de recul puis de me dire, OK, si j'avais la certitude de ne pas manquer de sous, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais ce projet-là? Mais c'est sûr que quand on est entrepreneur, quand on fait du slow entrepreneuriat aussi, parce que moi, je n'ai pas décidé d'avoir 10-20 personnes à ma charge, puis de devoir leur trouver des mandats, tout ça. C'est plus des collaborateurs experts qui se greffent pour mes mandats. C'est sûr que quand on prend cette décision-là, on ne peut pas avancer les projets aussi vite que quand plusieurs travaillent pour nous, puis que nous, on est dédiés à 100%. Donc, c'est sûr que nos projets, ils prennent plus de temps. Mais j'ai réalisé, ça, c'est une grande chose. Fait qu'il y a l'espace que j'ai réalisé qui était vraiment un allié formidable pour laisser émerger des projets, parce que mon ami RH n'aurait jamais vu le jour, encore moins mes collaborateurs RH. Mais ce que je trouve important aussi, que j'ai noté, c'est que le temps est notre allié. Souvent, on veut faire les choses trop vite. On a peur que quelqu'un d'autre ait l'idée avant nous. Mais le temps, là, moi, dans mon cas, ça a été un allié précieux. De quelle manière? À plein d'égards. Des fois, il nous manque une information, puis cette information-là va être cruciale dans le reste de la planification de notre projet. Des fois, on va aller avoir une connaissance de plus, on va rencontrer quelqu'un. Il y a toutes sortes de choses qui font... Des fois aussi, ça va nous pousser à aller se renseigner plus dans un sujet ou aller chercher une expertise différente. Là, on s'entend, là, je veux dire, on ne parle pas de prendre 5 ans versus 1 an, mais je parle de quelques mois, mettons, à 1 année. Des fois, je vois que c'est ça. Puis la vie autour de nous précipite toujours à faire les choses rapides, à ne pas prendre le temps de recul, à moins réfléchir. Mais je trouve que, oui, le temps nous aide des fois à voir des angles morts qu'on n'aurait peut-être pas vus avant. Oui, mais à ce sujet-là, tu vois, j'ai vu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont questionné, tu sais, sur mon modèle d'affaires, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis je me rends compte que les gens veulent que tout soit prêt puis parfait avant de plonger. Ouais. Ce que tu dis, quand on dit attendre, c'est le problème. C'est qu'il y a des gens qui restent... C'est différent dans ton cas à toi parce que tu es déjà dans l'action, là, mais il y a des gens qui n'osent juste pas pour passer à l'action, tu sais, qui ont l'idée du siècle, mais qui ne le font jamais. Oui, parce que la peur est plus grande, puis ils sont tétanisés, ils sont bloqués complètement. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ah, le vaut mieux fait que parfait. Là. Puis ça, j'ai des gros bémols, là, parce que moi, je veux dire, si tu envoies
une présentation qui est bourrée de fautes, je vais préférer le parfait que le vaut mieux. OK, ouais. On s'entend, là. C'est juste Ouais. qu'à un moment donné, quand on est très perfectionniste puis qu'on a la rigueur puis l'excellence, c'est vraiment dans notre ADN, bien, à un moment donné, on peut en faire juste un petit peu moins. Puis d'ailleurs, moi, je regarde des choses des fois, puis je fais, mon Dieu, j'aurais jamais osé faire ça. Puis eux, ils le font, ça marche. Puis moi, ça aurait pas passé à mon comité de rigueur ou de travail bien fait. Mais ces gens-là, en fait, faut juste qu'à un moment donné, c'est ça, c'est la première étape. Le premier saut, c'est le plus difficile à faire, là. Mais un coup que c'est fait, après ça, c'est plus facile pour les prochains de dire, OK, pour cette fois-ci, ça va être ça. Puis après ça, ben, je vais me donner la possibilité de le bonifier, puis de l'améliorer. Mais c'est beaucoup d'indulgence là, avec nous-mêmes, c'est sûr. Puis c'est difficile sur le spectre là, de se placer puis de se dire, OK, là, c'est le moment. Puis aussi avec les réseaux sociaux, maintenant, tu sais, on peut se faire détester rapidement, critiquer, condamner. Puis ça aussi, là, c'est comme une couche de plus. Là. Parlons-en un peu parce que tu es très visible au Ouais. niveau des médias sociaux. Dans quelle mesure, justement, ça contribue à ta business ou que ça nuit? Tu sais, parle-nous de ça, là. Ben moi, je suis quelqu'un qui ne va pas tant exposer sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Quand je partage quelque chose, moi, c'est du contenu à valeur ajoutée. Puis justement, je m'impose habituellement la rigueur que si tu me lis, tu n'auras pas perdu ton temps. Tu vas avoir soit une idée, un angle mort ou un guide, un outil ou une piste de réflexion, tu sais. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas dans le... C'est plus difficile dans ce temps-là de se faire critiquer quand c'est factuel, je pense, puis quand on donne des sources qui sont probantes puis qui sont pas des choses en l'air aussi. Par contre, avec le groupe, mes collaborateurs RH, on est 6800, c'est beaucoup. Et ce que j'ai appris à la dure, parfois à la très dure, c'est le plaire égale déplaire. OK, dis-moi ça en plus. On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis moi, ma ligne directrice, c'est la compétition, la création de valeur, c'est l'intelligence collective, puis c'est le bien commun. Donc, si toi, Isabelle, tu me fais une demande, puis je ne peux pas répondre à ta demande, puis tu es fâchée contre moi, mais ma décision n'est pas contre Isabelle, elle est pour le groupe. Puis ça, c'est difficile. Ça prend... ça, c'est la portion que je trouve la plus difficile. Je pense que je trouve ça plus difficile dans le groupe que sur mes réseaux sociaux en général, parce qu'en général, vu que je partage du contenu, puis que c'est très factuel, j'ai pas de... C'est clair pour toi, là. C'est clair pour moi, mais dans le groupe, c'est sûr que c'est une communauté, là. Il y a des gens qui ont différents besoins, puis j'essaie de ramener ça au bien commun. J'essaie de ramener ça à c'est quoi la mission du groupe. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines décisions qui sont beaucoup moins populaires que d'autres, mais qu'à la fin, je les prends quand même au risque de... Tu sais, moi, mon besoin, ça n'a jamais été d'être populaire. Mon besoin, là, c'est d'être respecté. Puis avant d'être populaire, moi, je veux que les gens me trouvent compétente. Parce que si les gens ne me trouvent pas compétente, là, c'est ça qui va m'attrister beaucoup plus que moi, être populaire, ça n'a jamais été un objectif, puis ça ne le sera jamais non plus. Mais là, oui, par défaut, tu sais, là, on se rencontre aujourd'hui. Là, il y a mes collaborateurs RH, tu sais, des gens qui, évidemment, ne me connaissaient pas avant, qui me connaissent. Même chose avec mon ami RH. Mais moi, le but, ça n'a jamais été ça. Moi, c'était l'expertise puis la compétence. Mais c'est sûr que sur les médias sociaux, quand on veut être populaire, ben là, c'est là que ça devient peut-être un terrain glissant si on n'a pas la compétence avant. J'ai vu que l'expertise que tu diffuses est beaucoup lue par les PME. Oui. Tu as mentionné cette chose-là quand on lit à ton sujet. Est-ce que c'est un choix délibéré de s'adresser principalement aux PME? Puis si oui, pourquoi? Ben moi, c'est mon client préféré, là, la PME. La plupart de mes emplois ont été dans des PME. J'aime ça parce que c'est souvent justement des entrepreneurs qui ont plein de besoins sans savoir nécessairement qu'ils ont plein de besoins et qui ont une belle ouverture aussi, qui ont plus d'agilité, mais qui n'ont pas tout le temps l'information en temps et en heure aussi. Donc,
C'est sûr que c'est eux qui ont plus besoin souvent de se structurer, d'avoir des documents d'encadrement, d'être au fait, d'avoir des réflexes RH. Pas de tout faire puis de tout savoir, mais de dire, oh, OK, celui-là, je l'ai vu venir, puis je sais quelles ressources contacter ou quelle sera ma prochaine étape. Donc, c'est sûr que moi, les PME, je les ai toujours beaucoup appréciés pour ça. Sont moins rigides, sont moins... c'est ça, sont plus agiles, mais il y a plus de possibilités aussi, il y a plus d'ouverture, plus de créativité. Donc, Vraiment intéressant. Mais ceci dit, je veux dire, quand je partage du contenu, je dis pas ici, ce message est dédié aux PME. Je veux dire, j'imagine que la grande entreprise, mais tu sais, je ne sais pas si la grande entreprise a le temps non plus de lire ce genre de publication-là non plus. Donc... Puis comment est-ce que tu te renouvelles? Parce que c'est incroyable, là, tu sais, tout ce que tu publies, tout ça, tu sais, puis comment tu te renouvelles? C'est une bonne question parce que je pense que je me pose pas la question. Je pense que ça vient de façon intuitive et parce que j'ai choisi un modèle de slow entrepreneuriat, d'entrepreneuriat plus lent. Je suis dans le moment présent beaucoup plus. Je me mets de l'espace à l'agenda. Et quand il y a de l'espace, bien, on a des idées, on a des choses qui émergent. On est en posture aussi de l'écouter, de la recevoir, de l'analyser. Puis... c'est très intuitif, en fait, depuis le début. Et pour la première fois de ma vie, là, justement, je cherche une personne qui va pouvoir m'accompagner pour me faire un plan 5 ans. Puis ça, c'est la première fois. Je pensais jamais que ça allait m'arriver parce que là, je veux avoir quelque chose de plus concret puis de plus structuré où je m'en vais. Mais cette portion-là intuitive, je pense que c'est elle qui me sert le plus à plein d'égards. Puis, tu sais, quand j'ai commencé le groupe Mes collaborateurs RH, il y a des choses que je savais déjà. Je savais juste pas quand est-ce que ça allait arriver. Et honnêtement, même si j'avais pris un pas de recul puis que j'avais analysé toutes les heures que ça prenait pour faire ça, je l'aurais jamais fait. Je ne pensais pas que j'avais la constance pour le faire parce que ça prend vraiment... ça en prend vraiment beaucoup. Ça a fait 7 ans. Ça a été en 2017. Et quand on fait ça... moi, c'est sûr que je le lis, le groupe. Et des fois, j'ai une intuition, puis je me dis, hey, on serait rendu à parler de tel sujet. Puis là, si je vois une question arriver sur le même sujet, là, ça vient de confirmer mon intuition. Si j'en vois 2, ben là, c'est la consécration. Fait que c'est sûr que 1 à 2 semaines plus tard, moi, je vais avoir contacté quelqu'un pour venir donner une formation ou pour avoir un outil pour... Donc, le renouvellement se fait plus en état d'écoute puis de présence. Je pense qu'ils appellent ça la présence consciente, là, consciente ou bref. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça qu'on bénéficie de ton intuition. OK? Parce que nos auditeurs qui se posent la question, mon Dieu, vas-tu me partir en affaires? C'est-tu le bon moment? Tout ça. De ce que ton pif te dit, c'est quoi les créneaux porteurs pour se partir en affaires aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a des sujets émergents, l'équité, la diversité, l'inclusion. C'est sûr que ça, c'est important, c'est très fort. Puis il y a une ouverture à ce niveau-là. Au niveau du recrutement, il y a une tendance aussi de recrutement plus durable. Donc, d'être moins comme moi, j'ai vécu en début de carrière, qu'on place des gens un après l'autre, puis qu'au plus fort, la poche. Là, on est plus dans une relation circulaire où le candidat devient notre client et notre client va nous redemander des mandats, mais ces gens-là passent d'une entreprise à l'autre. On garde une connexion, on garde une relation. Donc, vraiment, dans le recrutement, plus le développement durable. C'est sûr qu'au niveau de la conformité, ça, on n'a pas le choix. Les lois sont de plus en plus encadrantes et exigeantes, c'est sûr, à ce niveau-là. Le volet qui est très en demande et qui est un besoin criant, tout le volet santé mentale, santé psychologique, en fait, qui englobe la santé mentale, la santé psychologique, santé mieux-être, tout ça, c'est sûr que c'est un volet qui... En fait, tu sais, les créneaux vont souvent avec les obligations légales aussi, mais tout ce qui est la prévention au niveau de la santé psychologique, super important. Puis l'autre qui est très intéressant, mais là où les gens en ressources humaines sont encore un peu loin, hein, on n'est pas très rapide pour ça, c'est tout l'aspect d'intelligence artificielle.
Ça, il y a moyen de soutenir les organisations dans des volets, toutes les technologies. En fait, je mettrais dans les technologies, là, technologie et intelligence artificielle, je mettrais dans un volet équité, diversité, inclusion, santé, sécurité qui englobe la santé psychologique, puis tout ce qui est dans le recrutement, mais dans un aspect plus durable. C'est d'excellentes pistes que tu nous donnes, Mélina. Je te remercie du partage. C'est très généreux de ta part de partager cette information-là. Écoute, moi, je viens de rencontrer quelqu'un de formidable. Je te remercie pour ton implication dans la communauté RH. Je te remercie pour le rayonnement auprès des PME, auprès de la grande entreprise aussi. C'est un travail ardu. C'est un travail de fond. Je reconnais, comme tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'influence durable et puis je trouve que tu personnifies très bien cette idée-là du durable de par ta rigueur, de par ton implication, de par ta vision également que tu as déployée au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu aimerais que la communauté RH retienne de ta contribution? Wow! Que je crois à la coopétition, puis qu'on devrait être plusieurs à y croire, parce que je trouve qu'une personne seule crée beaucoup moins de valeur collectivement, puis qu'en trouvant des bonnes connexions humaines autour de nous, on est capable de créer beaucoup plus de belles valeurs durables, surtout pour le bien commun de tout le monde, puis ensemble, d'élever notre posture RH. Donc, je pense que s'il y avait quelque chose que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est de ne pas hésiter à se connecter, puis d'aller chercher des approches collaboratives pour être capable de bonifier leurs pratiques, puis d'être capable de créer encore plus de valeur, ouais, puis qu'on se positionne encore mieux, les professionnels RH, là. C'est RH et CRIA sur le marché professionnel. C'était un très beau message. Mélina, merci de ta générosité. Merci à toi. Merci de ton temps. Je vous remercie et je vous annonce déjà que notre prochaine invitée sera Julie Carignan. Julie qui est associée chez Humance et ça complétera la série de balados Entrepreneuriat RH. Merci à tous et à la prochaine.